Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes quelques années après la mort de Descartes et la raison règne sur le royaume de France. Or, c'est précisément à ce moment que certaines familles parmi les mieux nées se tournent vers le meurtre et les messes noires. En vrai, l'affaire des poisons se décompose en deux parties et n'est pas avare de rebondissements, comme nous allons le voir dans cet épisode. Mais comme d'habitude, ça c'est juste après l'intro. L'affaire des poisons est une porte ouverte sur les coulisses du règne de Louis XIV, mais elle a aussi fortement entaché ce règne glorieux. Derrière la façade triomphale du grand siècle, on découvre une réalité faite de misère sociale et sexuelle, d'ambition déçue et de haine recuite. Là où devrait prévaloir la maxime de l'ordre, chère au roi, des crimes sont perpétrés dans une indifférence presque générale. Au temps de la raison cartésienne, la superstition et l'imposture ont encore de beaux jours devant elles, et dans le Paris de Bossuet et de Fénélon rôdent sorcières, avorteuses et prêtres apostats. Nous retrouvons en premier lieu une dame de la haute société, Marie-Madeleine Gobelin, marquise de Brinvilliers, surnommée alors la Brinvilliers, et apparentée à plusieurs familles de la noblesse de robe parisienne. Devenue la maîtresse d'un aventurier, Sainte-Croix, la marquise ruinée se procure auprès de lui des poisons, arsenic, antimoine, opium, poudre de crapaud, pour faire périr ses proches et recueillir leur héritage. Ainsi, trépassent successivement son père, lieutenant civil au Châtelet de Paris, et ses deux frères. Sa sœur échappe de peu au même sort, quant à son mari, le marquis de Brinvilliers, craignant pour sa vie, se retire, avec sagesse il faut le dire, sur ses terres. Oui, elle n'y allait pas avec le dos de la cuillère, la Brinvilliers. L'empoisonneuse est confondue en 1672 après le décès inopiné de son amant, les scellés ayant été apposés au domicile de Sainte-Croix à la demande de ses créanciers. La justice y découvre une cassette renfermant plusieurs poisons et des lettres compromettantes. Madame de Brinvilliers s'enfuit alors en Angleterre puis dans les Pays-Bas espagnols. Elle sera extradée 4 ans plus tard pour être soumise à la question avant d'être exécutée. Alors, petit rappel, la jolie formule soumise à la question n'est ni plus ni moins qu'un interrogatoire, sauf qu'à l'époque, ça impliquait la torture. Lors de son arrestation, on a découvert une pièce décisive, à savoir une confession écrite de sa main. Elle y rapporte avoir été violée enfant par un inconnu et avoir entretenu des relations incestueuses avec son frère durant leur jeunesse. Elle reconnaît en outre que plusieurs de ses enfants sont illégitimes et avoue des liaisons avec 2 cousins de son mari. Elle y reconnaît aussi l'empoisonnement de son père et de ses frères ainsi que des tentatives d'empoisonnement sur son mari et sur sa fille. Comme quoi, le fait de trouver et de lister tout un tas d'atrocités que l'on aurait soi-disant vécues dans son enfance pour attendrir les gens et essayer de se disculper, n'est pas un stratagème moderne de nos avocats. Sauf qu'à l'époque, ils étaient moins sensibles et ça ne prenait pas. D'autant plus qu'ici, les personnes qu'elle dénonce ne sont plus là pour témoigner, étant donné qu'elle les a tuées. Le 17 juillet 1676, la marquise, qui entre-temps s'est repentie de ses crimes, a la tête tranchée sur la place de Grève et son corps est livré aux flammes. Ce jour-là, Madame de Sévigné écrit à sa fille « Enfin, c'en est fait, la Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu, et ses cendres au vent, de sorte que nous la respirons, et que, par la communication des petits esprits, il nous en prendra quelque humeur empoisonnante, dont nous serons tout étonnés. » Il faut noter que l'affaire a pris une dimension politique du fait des rapports amicaux que Sainte-Croix, l'amant de la Brinvilliers, entretenait avec Pierre-Louis Reich, de Penaudier, receveur général des finances du clergé et protégé du ministre Colbert. La carrière de ce financier ayant été accélérée par une série de morts opportunes, l'opinion se persuade alors qu'il a dû avoir recours aux mêmes méthodes que la Brinvilliers. Cependant, celle-ci s'est toujours refusée à l'incriminer, et faute de preuves, il est mis hors de cause. Nous pourrions croire que ça y est, la Brinvilliers est morte, on n'a plus de coupable sous la main, elle n'a incriminé personne d'autre, donc l'affaire est terminée, on passe à autre chose. Eh bien non, grosse erreur. L'affaire ne s'arrête pas là, et la suite va avoir des ramifications beaucoup plus vastes. En effet, le cas de la marquise empoisonneuse a mis les autorités sur les dents. On découvre, à ce qu'on croit, tous les jours de nouveaux complices dans l'affaire de Madame de Brinvilliers. On croit qu'il y a à Paris des officines où se vendent en secret des poudres de succession, propres à faire disparaître un père ou un mari gênant, écrit un diplomate anglais en poste à Paris. Les prêtres qui confessent à Notre-Dame ont fait par ailleurs savoir que de nombreux pénitents s'accusaient d'avoir usé de poison. À la fin de 1676, la police met au jour un réseau criminel qui s'est fait une spécialité du commerce des poisons. On trouve à sa tête une Madeleine de Lagrange, bourgeoise qui s'est faite devineresse et dont l'amant est mort dans des conditions suspectes. On y trouve aussi un curé, l'abbé Léonard Neil. Au cours des 2 années suivantes, on arrête complices et relations de la dame et du prêtre.
Le 8 février 1679, ils sont pendus en place de Grève. Au même moment, une nouvelle série d'arrestations révèle tout un monde interlope de faux monnayeurs, de diseuses de bonne aventure, de marchandes de poissons et de filtres en tout genre. Le 12 mars 1679, à la sortie de la messe, la police appréhende une nommée Catherine Deschet, que nous connaissons sous le surnom de la Voisin et qui se révèle être au cœur de ce vaste réseau criminel. Divineresse au grand jour, elle oriente ses clients vers ses complices. Certains sont spécialistes en magie noire, d'autres en avortement, d'autres encore experts en poison, dont la fameuse poudre de succession. L'abbé Guibourg célèbre ainsi des messes noires sur le ventre nu de clientes qui croient obtenir par ce moyen la réalisation de leurs vœux. On parle aussi de sacrifices de nouveau-nés ou d'enfants durant ces cérémonies. L'horreur, quoi. Pire pour les autorités, les interrogatoires commencent à impliquer des clientes issues de la bourgeoisie ou de la noblesse. Les accusés sont tellement nombreux, jusqu'à 147 prisonniers incarcérés à la Bastille et à Vincennes, qu'en avril 1679, Louis XIV institue une juridiction spéciale pour les juger. Cette juridiction, composée de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, permet à l'affaire d'échapper aux magistrats du Parlement de Paris, dont les familles sont parfois compromises. Cette juridiction, ou chambre royale, sera appelée chambre de l'Arsenal en raison de son siège. Parfois, on l'appellera aussi chambre des poisons ou encore chambre ardente. Durant toute l'année 1679, arrestations et exécutions se succèdent. Bientôt, on appréhende des clientes de haut lignage, Madame Le Ferron, veuve d'un président du Parlement, et Madame de Dreux. Louis XIV se fait rendre compte au jour le jour des contenus des interrogatoires et de l'avancée des procédures. En septembre, l'enquête prend une nouvelle tournure qui va plonger Louis XIV dans la tourmente. En effet, les accusés mettent en cause des personnalités proches du roi, le maréchal de Luxembourg, le marquis de Feuquières, la duchesse de Vivonne, la duchesse de Bouillon, la comtesse de Soissons, la comtesse de Roure ou encore la vicomtesse de la Polignac. Bref, que du beau monde. Mais le plus embarrassant est que figure parmi ces noms celui de la célèbre marquise de Montespan, qui, pour ceux qui l'auraient oublié, n'est autre que la favorite du roi et qui a une influence colossale à la cour. En janvier 1680, Louis XIV fait arrêter le maréchal de Luxembourg et le marquis de Feuquières. D'autres prévenus de qualité s'échappent. Bon, soyons clairs, on les a laissés s'échapper, voire même aider, et ce afin de minimiser le scandale. Parmi ces prévenus, on retrouve la comtesse de Soissons, qui n'était autre que la nièce du cardinal Mazarin et la surintendante de la maison de la reine. Mais elle s'est échappée toute seule. Vous y croyez, vous ? D'autres aristocrates moins compromis sont exilés sur leurs terres, loin de la capitale et de la cour. Reste Madame de Montespan. À cette époque, le roi Soleil s'est déjà détourné de la marquise, Mademoiselle de Fontanges occupe sa place dans le lit royal, et Madame de Maintenon, que les courtisans tiennent pour une amie du monarque plutôt que pour une maîtresse, prend de plus en plus d'importance. Je vous vois venir. Vous allez me dire, bah où est le problème alors ? Eh bien le problème est que Madame de Montespan a tout de même encore beaucoup d'influence à la cour, et surtout, elle a donné plusieurs enfants au roi. Enfant qu'il a légitimé. Donc avoir la mère d'une partie de ses enfants impliquée dans une affaire aussi sordide, clairement, ça la fout mal. Ces enfants ne sont autres que le duc du Maine, le comte de Toulouse et mademoiselle de Blois. Les interrogatoires donnent à penser qu'elle a participé à des messes noires, dont une comportant un sacrifice d'enfants, et fait absorber à son royal amant des filtres d'amour. En langage moins soutenu, elle a participé à des cérémonies sataniques dans des lieux obscurs, a assisté à l'égorgement d'un enfant et a essayé de rendre le roi plus viril au lit. Il se dit même qu'elle aurait été nue pendant ces messes noires. Louis XIV est donc contraint d'étouffer l'affaire et de mettre sous le boisseau ce qu'on désigne pudiquement comme les faits particuliers. La marquise ne sera pas inquiétée, mais très progressivement mise à l'écart. Au cours de l'année 1681, les exécutions se succèdent. Les condamnés au simple bannissement sont en réalité bien souvent emprisonnés à vie par ordre du roi, et ils sont étroitement surveillés afin que personne ne puisse entendre leurs fâcheuses révélations. Le 21 juillet 1682, la chambre de l'Arsenal est dissoute. Le roi met au secret les comptes rendus d'interrogatoire. Il y aura 810 séances, 319 décrets d'arrestation, 194 personnes réellement interpellées et 88 condamnations à mort. La dernière condamnée à mort, la Chapelain, meurt en 1724 après 40 ans d'emprisonnement. En juillet 1682, un acte est promulgué interdisant les pratiques divinatoires des faux sorciers dans le royaume et punit de mort l'usage de poison. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, à vous abonner. Ça fait plaisir aux bénévoles de l'association qui travaillent sur la chaîne, ça aide au référencement. N'oubliez pas que les reversions des publicités YouTube nous servent à recruter et à embaucher des jeunes, des alternants ou des premiers emplois. Donc surtout, faites-vous plaisir et partagez. Portez-vous bien et à la prochaine.